Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon top 10 des personnages secondaires de Re:Zero. Au moment où je fais cette vidéo, il n'y a que 18 épisodes pour la saison 2. Je trouve que l'un des plus gros points forts de cette série, c'est vraiment la diversité des personnages et de leur rôle dans l'histoire. Ils peuvent tous avoir un impact dans la trame principale, et ça j'adore. C'est la raison de pourquoi j'ai fait un top 10 des personnages secondaires et que je n'ai mis aucun personnage principal. Cette vidéo pourra contenir du spoil, donc je déconseille de la regarder si vous n'êtes pas à jour à la saison 2 de Re:Zero. Parlons sans plus attendre de mon top 10. En 10e position, j'ai mis Regulus Corneas, évêque de l'avarice. Dès sa première apparition, j'ai adoré sa personnalité hautaine et autoritaire. Il s'est rapidement imposé et mon estime pour le personnage a grimpé en flèche, surtout avec cet épisode 18. C'est même la raison de pourquoi j'ai fait cette vidéo. J'ajoute aussi qu'il est doublé par l'un de mes seiyuu favoris, Ishida Akira. Pour l'instant, on ne sait pas grand chose de Regulus, mais je peux déjà voir que sa puissance de combat est sans doute extraordinaire, comme on peut le voir dans l'épisode 1 et l'épisode 18 de la saison 2. Il éclatait Betelgeuse sans effort, et il a aussi joué un rôle clé dans le passé d'Emilia. J'espère vraiment qu'on va nous sortir un autre évêque du style Chunibyo ou Ténébreux avec la voix de Tomokazu Sugita. Ils feront vraiment un combo de malade. Dans tous les cas, je l'ai mis en 10e position car je sens que ce personnage va avoir un rôle décisif dans la suite de l'histoire. Et je sais d'avance qu'il va beaucoup me plaire. L'une des répliques de Pandora nous informe aussi qu'il a plusieurs femmes. Vrai ou faux, je ne sais pas. Donc il a probablement un harem. La question que je me pose aussi, c'est est-ce qu'elles savent se battre? Si oui, je vois déjà d'autres ennemis redoutables qui vont apparaître. À moins que ce soit juste des femmes ordinaires, mais comme c'était il y a 100 ans, je pense qu'elles sont déjà mortes ou il en a eu d'autres au fil du temps. Après, si elles sont aussi immortelles et qu'elles savent se battre, bonne merde Subaru. En bonus, je vais aussi un peu parler de Pandora qui m'intrigue beaucoup. Elle semble vraiment avoir un pouvoir over-cheaté qui est le pouvoir des mots ou bien de réécrire l'histoire. そうですか。では私の方でコルニアス司教がここにいるはずがない。彼は自分の屋敷で妻に囲まれて過ごしている。En 9e position, j'ai mis Reinhard van Astrea. Il représente parfaitement un héros ou un personnage secondaire classique badass. Et j'aime les classiques. Pour l'instant, pour moi, sa force est justifiée par sa famille et sa position dans la chevalerie. Un mec qui possède le titre de Kensei doit obligatoirement être fort. On connaît pas encore les détails de son passé, mais je pense qu'il sera très intéressant à voir. Dans tous les cas, je trouve en fait qu'il mérite sa place dans ce top 10 car il a quand même joué un rôle décisif dans l'arc 1 en battant Elsa. De plus, j'aime vraiment son chara design et le fait qu'il soit le chevalier de Felt. Je peux facilement imaginer des scènes fun sur leur quotidien. En vrai, c'est vraiment le genre de personnage que je peux faire monter en classement ou le faire régresser très rapidement car j'attends vraiment quelque chose de très bien sur son passé et ou bien de son futur rôle. Comme Regulus, je l'ai mis dans ce classement parce que c'est un personnage avec un fort potentiel. Je dirais même que c'est obligé que l'auteur utilise Reinhard pour un rôle décisif dans la suite de l'histoire. D'ailleurs, où est le père de Reinhard? Aurait-il un rôle à jouer dans cette histoire ou c'est juste un personnage qu'on s'en fiche? En 8e position, j'ai mis Garfield Tinsel. Quand j'ai su que son seiyuu était Okamoto Nobuhiko, ce personnage m'avait intrigué dès le début. Je sentais une bonne histoire avec ce personnage. Et on découvre plus tard qu'en fait ce n'était qu'un putain de collégien. Sérieusement, 14 ans avec un physique pareil, je l'aurais donné au minimum 18 ans, putain. Vas-y, j'étais mort de rire quand j'ai su qu'il avait que 14 ans. C'était vraiment qu'un gosse qui jouait les durs. Et quand je repense à sa première apparition, ses actions étaient vraiment puéril en fait. Sinon, j'ai vraiment apprécié son histoire et c'est pour cela que je l'ai mis dans mon top 10 des personnages secondaires. Sa raison de se battre au départ peut sembler stupide à première vue, mais en connaissant sa situation, je trouve que tout est justifié. Il est normal d'être bouleversé de voir sa mère mourir juste après son départ et il est logique qu'il pense qu'il a été abandonné. En vrai, tout ce qu'il souhaitait, c'était un amour maternel, comme tout enfant. Un autre point que j'ai vraiment apprécié à voir, c'est
c'est son changement de caractère et de rôle. Il passe quand même d'ennemi problématique à fidèle serviteur de Subaru. Il appelle même Taisho maintenant. Je l'ai vraiment mis en 8ème position car j'espère voir ce personnage évoluer encore une fois et qu'on ne le mette pas à l'oubliette juste parce qu'on ait révélé son passé. J'estime bien entendu qu'il aura un rôle important dans la future réussite de Subaru. Sa force de combat est tout aussi considérable. Réalité, maintenant qu'il a rejoint le côté de Subaru, il va être nul. Alors là, si ça c'est vrai, je serais grave déçu. Mais je le pense pas, je l'espère. En 7ème position, j'ai mis Daphné, la sorcière de la gourmandise. Les raisons de pourquoi je l'ai mis en 7ème position, c'est parce que j'adore son caractère endormi alors qu'elle représente la gourmandise. Ce trait de sa personnalité me fait penser justement à la paresse. Je trouve que son chara design correspond vachement plus à ce péché. J'avoue que c'est aussi marrant le fait que la sorcière de la paresse n'a absolument pas l'apparence d'une paresseuse. Son design, je l'aurais grave mis pour la sorcière de la luxure. Après, l'idée de mettre des apparences qui ne correspondent pas à leur péché ne me déplaît pas. Je trouve même que c'est mieux ainsi car ça nique les préjugés et certains clichés. Reparlons de Daphné. En vrai, je la trouve grave adorable, surtout quand elle dit « J'adore ton odeur à Subaru ». Sans arrière-pensée, je le jure. La vraie raison de pourquoi je l'ai mis en 7ème position, c'est parce qu'elle a créé les 3 bêtes démoniaques qui ont le plus ravagé le monde. Sans elle, il n'y aurait jamais eu l'arc de la baleine et franchement, j'ai adoré cet arc car on a pu voir Willem en pleine action. Il faut aussi t'avouer que son point de vue est assez véridique et j'ai grave aimé les raisons de pourquoi elle avait créé ces 3 bêtes démoniaques. Perso, je sens qu'on va la revoir lorsque Subaru va affronter le serpent noir. Il va probablement la demander un moyen de le vaincre. Jusqu'à maintenant, je sens qu'on l'a un peu oublié car Subaru a juste dit qu'il allait vaincre le lapin comme il avait fait avec la baleine. Et le serpent alors? Ne l'oublie pas! Parlons maintenant de Crush Karsten que j'ai mis en 6ème position. Pour commencer, Crush est une femme avec un fort caractère et son côté garçon manqué me plaît beaucoup. Le truc drôle, c'est que son chevalier Félix est un homme efféminé. Franchement, je trouve qu'ils sont complémentaires et qu'ils vont bien ensemble. J'ai adoré le fait qu'elle ait décidé d'elle-même d'aller en première ligne pour affronter la baleine. Ça montre qu'elle est courageuse et qu'elle ne recule devant rien pour accomplir ses ambitions. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas le genre à attendre sagement une bonne nouvelle. Sa capacité de sentir qu'une personne ment ou pas, je la trouve vraiment très forte. Surtout en politique et en négociation, c'est vraiment un skill redoutable et très utile. Sa seiyuu est Higoshi Yuka et elle a doublé un autre personnage du style garçon manqué que j'ai aussi adoré, Konoe Subaru de Mayoshiki. Quand j'ai su que c'était elle sa doubleuse, j'ai immédiatement fait le lien. Un point que j'aime bien aussi, c'est qu'elle utilise la magie du vent. Et quand une de ses répliques a un lien avec le vent, je trouve ça vraiment fun. Je crois même que c'est la seule, mais bon, on s'en fiche. ああ、もちろん知ってたけど、当然それ込みでクリスさんが乗っかってくるって思ってたわけで。夏木スバル、嘘の風が吹いているぞ、Kから。 Le dernier point que j'aimerais vous parler à propos de ce personnage, c'est que même après avoir perdu la mémoire, elle refuse la facilité et veut agir de son propre chef. Juste pour ça, je la trouve admirable. Elle est vraiment une bonne exemple à suivre. Soyons nous-mêmes et non des moutons. Je sais aussi qu'elle a un spin-off qui raconte son passé et j'ai vraiment envie de le lire. Malheureusement, les light novels sortent très lentement en France. Et je trouve que c'est vraiment dommage car parfois le light novel est vachement meilleur que l'anime ou bien le manga #Goblin Slayer. Parlons maintenant du personnage que j'ai mis en 5ème position, Julius Duculius. Perso, j'ai apprécié sa première apparition lorsqu'il a baisé la main d'Emilia par politesse et par signe de respect. J'ai vraiment aimé sa réactivité, il a tout de suite compris que Subaru était en colère pour cette raison. En vrai, il est vraiment une bonne personne, car malgré les hostilités dans le regard de Subaru, il lui a quand même donné un conseil. Un autre point qui montre sa gentillesse, c'est lorsque Subaru s'était fait posséder par Betelgeuse, il avait hésité à le tuer. On voyait l'impuissance dans son regard et la souffrance de devoir exécuter Subaru. J'aime aussi la personnalité de Julius car il est facile à percevoir qu'il est le genre de personne à aider ou à avertir les autres de manière détournée. Comme on peut voir à la réunion ou lors de son duel contre Subaru, tout ce qu'il faisait c'était l'aider indirectement. En réagissant aux propos de Subaru durant la réunion, Julius parla au nom de
ses confrères. En humiliant verbalement Subaru, il calma la colère de ses confrères. Je pense que si ça avait été un autre, il l'aurait tout simplement tabassé à mort. Julius était conscient que Subaru était un ignorant, donc il a tout simplement remis à sa place. Il montra à ses confrères qu'il n'était qu'un être misérable et qu'il ne valait pas le coup de s'attarder dessus. J'ai aussi adoré la scène quand il arrive en renfort contre le culte de la sorcière. Il ne chercha même pas à cacher son visage et il ose dire qu'il n'était pas Julius. Franchement, il a joué un rôle considérable lors de l'affrontement final de la saison 1. D'où pourquoi je l'ai mis aussi haut dans le classement. Je suppose que dans la suite de l'histoire, il sera probablement l'un des alliés les plus importants de Subaru. Sauf si Subaru finit par affronter Anastasia. Dernière remarque, il a également les mêmes couleurs de cheveux que Anastasia. Ont-ils un lien de famille? Je n'en sais rien. Même si leurs noms de famille sont différents, il se peut qu'ils sont des parents éloignés. Pour moi, cette même couleur de cheveux n'est pas une coïncidence. Il y a sûrement une raison. En 4e position, j'ai mis Echidna, la sorcière de l'avarice. À sa première apparition, je la trouvais vraiment louche. Et quand elle a révélé qu'elle était une sorcière, c'est bon, elle avait déjà capté toute mon attention. Un point que j'ai bien aimé, c'est qu'elle dit sans aucune honte qu'elle a utilisé son fluide corporel pour produire le thé. C'était tellement naturel quand elle le disait que j'étais mort de rire. Sa réaction de quand Subaru décide de la laisser en plan a marqué beaucoup de points. Franchement, j'ai adoré comment elle tentait désespérément d'attirer sa curiosité. Malheureusement pour elle, Subaru s'en foutait à ce moment-là. Il faut avouer aussi que son côté mystérieux la rend vraiment plus charmante. Elle me donne parfois l'impression de vouloir tout dire d'un coup, mais elle se force à garder les informations pour elle, afin de se donner davantage de valeur. Comme Julius, elle a un bon fond. Elle a même sauvé Subaru avant qu'il ne soit brisé psychologiquement. Plus les épisodes passent, plus elle marque des points. Ses expressions lorsqu'elle est intimidée par les paroles de Subaru sont également adorables. Son rôle de support émotionnel la fait également gagner des points. Elle a même pris le rôle de Rem à un level au-dessus, car elle sait qu'il revient à la vie et qu'il subit des épreuves terribles. En vrai, lorsqu'elle réconfortait Subaru, elle me fait plus penser à une mère qui apaisait son enfant. Dernier point que j'aimerais vous dire, c'est que j'ai adoré lorsqu'elle révéla toutes ses intentions. L'expression faciale qu'elle faisait sombrait de plus en plus et franchement, je la trouvais de plus en plus magnifique. En 3e position, j'ai mis Wilhelm van Astrea. À sa première apparition, il était comme un vieux majordome banal. J'ai vraiment adoré sa conversation avec Subaru quand il essayait de le soudoyer des informations. Je trouve que c'était vraiment un coup de génie de la part de l'auteur d'avoir développé davantage ce personnage. Contrairement à Julius qui vient seulement pour affronter le culte de la sorcière et Reinhard contre Erza à la fin, Wilhelm soutenait Subaru depuis le début du combat contre la baleine et aussi le culte de la sorcière. À ce niveau, il était sûr de marquer beaucoup de points. Pour un vieux ayant plus de 60 ans, je suppose, il est toujours aussi badass. Même les autres vieux qui ont rejoint l'armée ont l'air plus jeunes que Wilhelm. Sa conviction de vouloir venger sa femme est vraiment très forte. Surtout quand on l'entend remercier Subaru, on peut voir directement qu'il était sincère. C'est vraiment un chevalier qui se bat au nom de l'amour. Et il assume fièrement. Et franchement, j'adore ça. Un gros point fort, c'est qu'il combattait en première ligne contre la baleine. Il a été blessé à plusieurs reprises et même bouffé. Il s'était toujours relevé devant l'adversité et au final, il finit par le vaincre. C'est vraiment un protagoniste en fin de carrière. Quand on voit les flashbacks de son passé, c'est tout simplement trop bien. Il n'était qu'un jeune homme qui s'entraînait pour devenir chevalier. Et il rencontra par hasard la Kensei de l'époque. Une vraie histoire de romance entre deux protagonistes. Vraiment, je l'ai trouvé trop classe quand il a dit à sa future femme qu'il porterait son fardeau pour qu'elle puisse vivre comme une femme normale. Franchement, respect mec. Il s'est même entraîné durement pour ses raisons respectables. D'un point de vue, c'est un peu misogyne, car il dit indirectement, je m'occupe du taf et toi va t'occuper de la maison. Je rigole. Sinon, manier l'épée pour protéger une personne qui lui est chère, c'est vraiment une très bonne raison. En vrai, pour moi, il égalise en 2e place avec Betelgeuse Romane Conti. Betelgeuse est vraiment un de mes psychopathes favoris. Je peux facilement savourer des heures de ses monologues sans problème, car je les trouve vraiment fun. Remarque, tout comme Wilhelm, c'est un ferveur défendeur du pouvoir de l'amour. Ils auraient grave pu s'entendre s'ils n'étaient pas ennemis. En vrai, je vois facilement Betelgeuse faire des poses à la Jojo, tellement qu'il en fait lui-même déjà de base. Un point que j'adore, c'est qu'il se réjouit de voir la souffrance des autres, surtout quand Subaru était déstabilisé psychologiquement. De plus, il ne fait que s'amuser avec lui en torturant Rem.
Une partie de sa personnalité que j'aime, c'est qu'il change instantanément sa manière de parler et de ton. J'ai vraiment aimé le fait aussi que le last boss de la saison 1 soit un gros troller. Un autre trait de sa personnalité que j'aime, c'est qu'il parle beaucoup de paresse, comme Subaru l'a dit. En vrai, ce gars est tout sauf paresseux. C'est l'un des plus gros bosseurs du monde. Sa dévotion est tellement grande qu'il travaille beaucoup plus que les autres évêques. C'est vraiment l'impression que j'ai. Même par le passé, il travaillait déjà beaucoup, car il se considérait comme un pêcheur et qu'il devait travailler pour expier ses fautes. J'ajoute aussi que sa manière de voler en position fétale m'a vraiment tué, surtout avec le commentaire de Mimi et de son frère. 空の上にいるのが滞在司教です何よりすごい丸まったおっさん飛んでるすごいこんな気持ち悪い飛び方初めて見たです お前らにはそういう風に見えてんのか。 Il faut aussi dire que son pouvoir est vraiment badass. Si Subaru n'était pas là pour voir ses mains invisibles, je suis sûr qu'il aurait fait mordre la poussière à Julius. Et comme il peut transférer ses esprits dans ses phalanges, il est quasiment immortel. Si Subaru ne pouvait pas retourner dans le passé, on peut clairement voir que Betelgeuse avait un avantage considérable. Sa victoire aurait dû être totale. On peut même dire 9 boucles sur 10, c'était une victoire écrasante du culte. En dernier point, j'aimerais dire que ce personnage m'a vraiment fait pitié car il a quand même sacrifié sa vie pour protéger Emilia et sa mère. Au final, il a échoué et il a perdu ses esprits. Il est maintenant temps de vous parler de mon meilleur personnage secondaire de Re:Zero, Otto Suen. Pour commencer, Otto était apparu comme un personnage sans importance et qu'on pensait très vite oublier. Remarque, j'avais exactement la même impression avec Willem au départ. Le point que j'aime bien sur ce personnage, c'est sa banalité dans la saison 1. De plus, on pouvait croire qu'il serait là que pour l'arc de la baleine et contre le culte de la sorcière. C'est vraiment à partir de la saison 2 que j'ai commencé à l'apprécier. Un point que je trouve très drôle, c'est que Subaru l'ignore souvent et qu'il met souvent de côté. C'est comme si on lui disait « t'es qu'un personnage avec un nom et un prénom, rien de plus ». À ma grande surprise, plus on avançait dans l'arc du sanctuaire, plus Otto gagnait en prestige à mes yeux. Il passe quand même de figurant à un personnage avec un rôle majeur pour le bon déroulement de l'arc. De plus, il se présente lui-même comme un figurant et ça j'adore. Puis il se dit qu'il devait prendre les devants de la scène afin d'aider Subaru. Il est conscient de sa position et ça c'est vraiment un très bon point pour moi. Se connaître est une très bonne qualité. Un autre point que je trouve très drôle, c'est lorsque Subaru s'est fait capturer par Garfield, la raison de pourquoi il le sauve m'a bien fait rire. Otto voyait déjà Subaru comme un ami et il était gêné de le dire. À ce moment-là, j'avais vraiment envie de dire d'où tu vois un gars qui te fait probablement une promesse en l'air et t'ignore souvent et tu le considères comme un ami. Tu dois vraiment être maso pour apprécier ce type, wesh. Non mais franchement, il voulait à ce point-là un ami humain. Il faut aussi dire pour un lâche, je l'ai trouvé admirable de se sacrifier pour Subaru lors d'une attaque mortelle de Garfield. Avec cette scène, il a gagné beaucoup de points. Surtout quand on sait que dans l'une des boucles, il a envoyé Subaru à la mort afin de fuir la baleine. J'ajoute aussi que c'est une personne redevable parce qu'il pense dans cette boucle-là que c'est grâce à Subaru qu'il était encore en vie. Rappelez-vous que dans cette boucle-là, il s'était fait kidnapper par le culte de la sorcière et il était tenu en captivité. Dans le cas si on ne l'avait pas secouru, en vrai je le voyais grave devenir un évêque ou une phalange. La scène qui m'a vraiment fait apprécier ce personnage, c'est lorsque Subaru était dans un impasse et qu'Otto lui propose son aide. Et c'est cette aide qui va lui permettre de boucler une partie de l'arc du sanctuaire. Une autre partie de sa personnalité que j'aime sur ce personnage, c'est sa prudence. Il dit lui-même que d'habitude, il ne mise pas à l'encontre des pronostics. Pourtant, il décide de prendre un risque pour supporter les actions de son ami. Sa bénédiction de l'âme des mots, je trouve que c'est vraiment un skill tout aussi fort que celui de Crush. Il peut entendre la voix des animaux et des insectes. S'il décidait d'être un espion, il pourrait récolter facilement des infos et les revendre. Mais comme il est un lâche et faible de nature, il a bien fait d'être colporteur. Dernier point, avec son pouvoir, on peut dire qu'il a naturellement la classe de dompteur de bêtes et d'insectes. Une autre question me vient, c'est pourrait-il rivaliser avec la maîtresse des bêtes, Meili Portroot? C'est ainsi que se termine mon top 10. Franchement, je ne pensais pas que la vidéo allait être aussi longue, mais j'ai vraiment apprécié à la faire. Donc si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et lâcher un gros pouce bleu, car ça m'aidera à développer la chaîne. C'était Nanashi Hachiniroku, à plus.